Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement, mais d'abord laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Passionné par le ballon rond depuis tout petit, il a réussi à faire de sa passion son métier. Passé entre autres par Rennes, Saint-Etienne, Lyon, Monaco. Il a également joué en Angleterre, aux États-Unis ou encore en Inde. Il a aujourd'hui laissé le maillot au vestiaire pour le costume de commentateur sportif entre autres. C'est Frédéric Picon. Comment tu vas, Frédéric ? Ça va très bien. Écoute, merci de... Bah écoute, ça va. Super. Ouais. C'est vrai, merci de demander. C'est toujours cool. Écoute, ça va. On va parler un peu de ta vie, de tes kiffs. On va commencer par la musique avec cette première question. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petit ? Est-ce que tu te souviens un peu de ça ? Bah, tu sais, moi je viens des Antilles. Ouais, bien donc sûr. beaucoup de zouk, beaucoup de soukous aussi, puisque même si les Antilles, ça fait partie de la France aujourd'hui, mais on vient souvent aussi de l'Afrique. C'est Donc vrai. tout ce qui est musique africaine, caribéenne, c'est ce qu'on écoutait chez moi. Et puis après, dans l'adolescence, on est passé un petit peu du côté du hip-hop américain, rap français, voilà. J'allais te demander justement, c'est quoi ta première claque ? Justement, tu sais, quand t'es ado, t'es en âge de comprendre la musique, la première claque musicale que tu t'es prise, tu te rappelles de ça ou pas ? Moi, je me rappelle du secteur A. Voilà, Ah ouais. ça c'est vraiment l'époque. J'ai grandi avec le secteur A et c'est vraiment ce qui m'a marqué quand j'étais petit. Ouais. Ouais, ça a été un grand tournant. C'est les prémices du rap, c'est ce qui arrive en France, les trucs, les NTM, Secteur A, IAM, etc. Ouais, exactement. C'était des personnes. Moi, j'habitais dans le 9-4, donc tout ce qui est Rimka, toute cette bande de Rof, etc. C'était vraiment des personnes qu'on écoutait et que voilà, on kiffait quand on était petit. La Mafia Cafri, tout ça. Ah, ça, c'était obligé. C'est des gens que tu as croisés après, plus tard dans ton parcours ou pas ? Ouais, exactement. Il y en a que t'as J'ai eu croisés. la chance, Mokobe, beaucoup, Ouais. parce que j'ai fait pas mal d'events avec lui. Donc, et puis, il a ouvert un resto aussi sur Vitry. Et donc, voilà, j'ai pu rencontrer Rimka, etc. Ok. C'est vraiment des gens appréciables et de très belles personnes. C'est vrai, bah Mokobe surtout, moi je l'ai jamais rencontré, mais j'ai entendu que du bien de lui, que c'était un gars vraiment bien, quoi. Ah non, il est formidable, Mokobe. Et puis en plus, il est généreux, il a la tête sur les épaules. On le voit comme ça dans les clips et tout, faire le fou, mais vraiment, c'est quelqu'un de très bien. Et bah gros big up à Mokobe, à tout le 9-4 bien sûr, Ouais. qui nous a bercé. T'étais quel genre d'élève toi à l'école ? Un peu turbulent, bavardeur, Ok. au fond de la classe. C'était pas trop ton kiff. Non, franchement, c'était pas trop mon kiff. Bon, on a essayé jusqu'au bout, bien sûr, mais bien sûr, bon, bien sûr. mais bon, non, c'était pas ça. Et depuis tout petit, ton métier c'est footballeur ? Ou est-ce que t'as Pas eu du un tout. truc ? Ah, t'as eu un truc. Pas du tout. Dis-moi, c'était Non, ça a quoi ? toujours été ma passion, le football. Ouais. Ensuite, bien évidemment aussi le basket, parce qu'on est tombé dedans, la NBA, Michael Jordan, et tous ces grands noms du basket à l'époque, Shaquille O'Neal, etc. Après, non, moi je voulais être policier au départ, Ok. et après pilote de ligne. Je sais pas pourquoi, mais C'est vrai, ça a été un kiff. J'aimais beaucoup les maths, donc je me suis dit, en plus, pour être pilote de ligne, il faut faire un bac S, etc. Et finalement, de fil en aiguille, le foot a pris le pas petit à petit, en fait. Ok, donc c'est sur le long terme en fait que t'as envisagé une carrière de footballeur. Ouais. C'était même pas forcément un truc de naissance, enfin de petit garçon. Non, vraiment pas. Après, bien sûr, on joue au foot, on joue au foot dans la cour de récré, et on kiffait ça. Moi, j'ai commencé le foot à 6 ans, donc au club de Charenton. Mais vraiment, la bascule, elle s'est faite vers 17-18 ans. Ok, d'accord. Ah ouais, donc entre guillemets tard, parce qu'il y en a des fois à 11 ans, ou comme tu dis à 6 ans, ils ont ce truc-là, ils savent qu'ils veulent devenir footballeur, c'est leur truc C'est et les tout. nouveautés, ça, c'est maintenant. C'est vrai ça Ouais, à ton époque, c'était un peu moins courant ce truc-là ? Bah, je pense. Après, peut-être qu'on n'en parlait pas aussi fortement qu'aujourd'hui, mais en tout cas, c'était pas non plus le truc qu'on se dit, je vais devenir footballeur. Ouais. Déjà, il faut avoir la télé. C'est À vrai. l'époque, on avait 4 chaînes, et déjà, pour voir les matchs, il fallait avoir Canal, le décodeur, etc. Donc c'était assez compliqué. Après, téléfoot, c'était sur TF1, mais quand même, il fallait avoir la télé vrai. chez soi. C'est vrai. En vrai, tu me diras, ça va être
plein de métiers comme rappeur, où à l'époque c'était les gens qui rappaient pour le kiff et qui c'était pas forcément une perspective de se dire on va devenir là où aujourd'hui maintenant très jeune, tu veux devenir rappeur, tu veux devenir acteur, je sais pas quoi, tu vois, donc c'est vrai. Et est-ce que quand tu étais encore joueur, que tu jouais professionnellement, tu avais l'habitude d'écouter de la musique? Ouais, toujours. Ouais, toujours ça te perçait un peu? Ouais, bien sûr. Après, il y a la sortie des Walkman, il y a la sortie des téléphones avec la musique à l'intérieur. Je me rappelle du premier, même pas iPhone, mais les iPods. Ouais, les iPods, tout premiers, le truc qui était balèze comme ça. Et même, moi, j'avais du mal parce que j'avais pas de Mac en plus, donc il fallait trouver un micmac pour mettre de la musique dedans. C'est vrai. Et puis voilà, après la sortie bien évidemment de tout ce qui est iPhone. Et puis ouais, on écoutait de la musique avant, pendant. C'était ton truc. Et tu rappes toujours ou t'écoutais? Il y avait des trucs qui te boostaient, qui te motivaient avant un match ou un entraînement, je sais pas. Non, moi j'écoutais souvent j'écoutais souvent de la dancehall. Ok. Dancehall avant les matchs. Je pense que c'est une musique assez rythmée de chez moi, de la Caraïbe, pour que justement on soit avant les matchs assez dynamique. Et dedans, être bien quoi. C'est quoi un peu tes kiffs du moment? T'écoutes quoi aujourd'hui? T'écoutes un peu de tout ou t'as un genre en particulier ou... Non, j'écoute de tout. Ouais. De tout, vraiment les tubes du moment qui sont assez sympas, rythmés toujours, parce que c'est ce que j'aime. Ouais. Alors j'écoute pas trop de house, de rock et tout ça, même s'il y a quelques musiques que j'aime bien. Mais moi, il faut que ça soit que ça vienne vraiment pétiller avec du rythme de l'Afrique, de la Caraïbe, mais il faut qu'il y ait un espèce de rythme qui me donne envie de danser. Ouais, faut que ça soit dansant, peu importe le style en fait. Le style, finalement. Exactement. Si tu pouvais être réincarné en un chanteur, tu choisirais qui? Aujourd'hui? Ouais. Snoop. Ah ouais. Déjà, on m'appelait Snoop quand j'étais petit à cause des tresses. Quand je en plus, t'es grand aussi. Grand joueur, mais après bon, mais c'est vrai, en Snoop, c'est une idole, du rap américain. C'est un truc de fou. Snoop. Il a traversé. Je pense que c'est un des seuls vraiment qui traverse autant les époques et qui ferait vraiment partie du vrai rap, enfin West Coast, un truc un peu dur de base, et qui a réussi à se marier avec plein d'artistes pop et tout. Il a fait de tout avec et ça marche tout le monde, à chaque fois. Et il n'y a pas de problème. C'est fou, putain. Ouais. J'aimerais bien le voir en concert. Il est passé il n'y a pas si longtemps que ça cette année. Il est passé, je crois, à Bercy. J'ai pas pu le voir, mais c'est un grand artiste. Ouais. Si tu devais écouter un album jusqu'à la fin de ta vie, tu choisirais lequel, tu sais ou pas? Aujourd'hui? Ouais. Non, je sais pas trop. J'ai pas d'album en tête comme ça. Même si, tu vois, le dernier album de Michael Jackson qui est sorti, je me souviens plus du nom. J'ai plus le titre entier, mais je vois très bien la pochette. Mais la pochette, un peu dorée. Ouais. Et je me rappelle, c'était l'un des premiers CD justement que j'avais acheté et offert aussi à Noël. Et ça, c'était je pense que c'est une musique qui traverse le temps aussi. Michael Jackson, bien évidemment, c'est le roi de la pop, et on va l'écouter jusqu'à la fin. Ouais, carrément, c'est vrai qu'il traverse toutes les époques aussi. Comme Snoop en fait, il y a ce truc là de... Je pourrais pas l'expliquer d'ailleurs, d'où vient ce truc de musique qui traverse le temps, tu vois, par rapport à d'autres artistes, parce qu'il y en a plein de cette génération-là aussi, tu vois. Mais ouais, mais justement, je trouve que ce sont des artistes que même les jeunes aujourd'hui, même s'ils écoutent, ça passe, quoi. Ouais. On en parle tellement, il y a eu tellement de choses autour de ces bonhommes que finalement, il y a aucun problème. Et ça a été marqueur d'un style, je pense. Ils ont ouvert une voie à quelque chose qui n'existait pas, et du coup, ça devient des références à vie, finalement. Exactement. Je pense que ça doit être un peu ce truc-là. Tu vas souvent à des concerts? Le dernier que j'ai fait, là, c'était Usher, à Paris. Ah oui, donc récemment, il y a quelques mois. Là. Ouais, exactement. C'était bien? C'était très bien. C'était un show, le show à l'américaine. Je crois que c'est celui de Vegas il est venu avec les rollers et tout. Ah, ok. Mais je l'avais déjà vu aussi en concert au Zénith, et là c'était totalement différent. Bien sûr, ce sont les mêmes chansons, les mêmes medley, mais avec un show différent. C'était très sympa. Ouais. C'était cool. Assez musical, c'était pas mal. Cher, pareil, c'est grand artiste qui a marqué. Artiste, tout. Ouais, producteur aussi. Ouais. T'as un souvenir d'un artiste que t'as vu sur scène qui t'a marqué? Un artiste musical? Un artiste musical qui m'a marqué? Ouais. Je pense que c'est le groupe Kassav. Ok. Le groupe Kassav. Grand groupe musical de la Caraïbe, des Antilles. Et je pense que même eux aussi, ils traversent le temps. Parce qu'ils sont passés partout. C'est mondialement connu, en vérité. Ils passent aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Asie, en Afrique. Ils sont aussi partout. Ouais. Malheureusement, ils se déciment
petit à petit, puisqu'ils deviennent assez âgés chacun, mais c'est un groupe qui m'a marqué parce que c'est mon premier concert. Premier grand concert. Tu les avais vus où? En Martinique. Je les ai vus en Martinique, dans le grand stade de Dillon, qu'on appelle, et c'était mon premier grand concert que j'ai assisté. En plus, c'est toujours des souvenirs même familiales, tu vois, quand t'es des Antilles. Moi, je suis de La Réunion, par exemple, tu vois. Et il y a ce truc de, pareil, tu vois, créole, tu vois, des musiques qui nous rappellent forcément des ambiances familiales, des trucs comme ça et tout. Ouais, clairement. Directement. Ça nous... parlons un peu de foot. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir avec ce sport quand t'es jeune, quand t'es ado, je pense, du coup? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que c'est scolaire ou plutôt Ce qui te vient en tête là? Ce qui me vient en tête, c'est plutôt les matchs de foot à la cantine. Ouais, on avait 6e A, 6e B, on avait notre rituel à chaque rendez-vous tous les midis. C'était le foot, le match dans la cantine. À la cantine, ouais, c'était ça. T'étais dans l'équipe qui gagnait ou c'est comment? Souvent l'équipe qui gagnait, ouais. Souvent l'équipe qui gagnait. Et tu disais que c'était vers l'âge de 16-18 ans, en gros, à l'adolescence, que tu t'envisages vraiment ce truc-là. C'est quoi qui a fait que t'envisages vraiment de se dire je vais... quand je commence à avoir des sollicitations par des clubs professionnels, en fait. Même si les quelques essais que j'avais été faire n'ont pas été concluants, à cet âge-là, mais voilà, ça commençait à parler. J'ai changé de club aussi, je suis parti au Paris FC, donc un club beaucoup plus structuré et meilleur aussi que Charenton, donc forcément là on aspire à faire des bonnes choses. Après, de là à me dire que je serais professionnel, non, parce que je suis quand même rentré entre 18 et 20 ans, je compte quand même rentrer en Martinique. Donc j'aspirais pas vraiment à être pro. Ouais. J'étais dans un club aujourd'hui on appelle ça la R1. Ouais. Et j'étais bien. Je me dis bon allez, je vais être un bon joueur de Martinique. Je vais essayer de faire les sélections. Il y a la Gold Cup. Voilà, je vais essayer de me faire remarquer. Mais de là à me dire que j'allais faire cette carrière, non. Ouais, c'était même pas encore une ambition forcément de se dire je vais être pro, je vais jouer en Ligue 1, je vais jouer en Angleterre, non, etc. Même pas, c'était même vraiment. pas. Franchement, tu prenais ce qui arrivait en fait. Exactement. Okay. Et j'ai souvent fonctionné comme ça. Ok. Et t'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère et j'ai une petite sœur. C'était dans le truc, ils sont dans le sport aussi. Enfin, il y avait un truc, truc-là. Non, il y avait pas de. C'était pas. Donc même les parents, même ton papa et tout, il y a pas ce truc-là. Mon père était footballeur. Il a joué en R1 en France. Ok. Mais bon, j'allais le voir le week-end, mais c'était pas. Franchement, c'était pas le truc. Ouais, c'est pas une vocation familiale. En fait, exactement. Ouais. Il m'a pas dit allez, fais du foot là. Ouais, il y avait pas le projet de se dire ouais, mon fils, je vais essayer de le faire. C'est pas le ticket de l'auto. C'est pas le ticket de l'auto. Ok. Est-ce que tu avais des inspirations à cette époque-là de ta vie dans le foot, des joueurs qui te marquaient, Pelé, c'est la première cassette vidéo VHS quand on a regardé. Pelé, Maradona, Mexico 86. C'est les premières VHS que j'ai vues. Moi, Mexico 86, j'avais 8 ans, je suis né en 78, donc c'était les premières images vraiment qui m'ont marqué. Pelé, pourquoi? Parce que il y avait une cassette à l'époque où il y avait tous ces gestes techniques. Okay. Et moi j'essayais de les reproduire aux entraînements ou quand même pendant les vacances. Donc c'est vraiment celle qui m'a marqué. Ouais. C'était une inspiration directe quoi du coup. Ouais. Tu sais quoi, c'est parfait parce qu'on va rester dans cette époque-là un peu de ta vie à cet âge-là. T'as joué avec un mec qui lui aussi rêvait d'être footballeur mais qui a eu une toute autre carrière mais tout aussi belle. C'est Thomas Gijol. Et je l'ai vu il y a pas longtemps dans un podcast qui s'appelle Small Talk, un podcast de Combini. Ouais. Et je sais pas si t'as vu cet extrait, il parlait de toi. Ah bon? Non, j'ai pas vu. Je vais te le montrer tout de suite. Ah bah vas-y, s'il te plaît. Et après on en parle. Allez. Tiens, attends, je te laisse. Attends, je mets le son. Ceux qui connaissent le foot le connaissent, mais ce nom, avec un mec qui s'appelle Frédéric Piquet. Qui est un joueur qui a joué à Saint-Etienne, à Lyon, à Monaco, en Angleterre, qui a été international français. Ouais. Et il était avec moi en lycée en seconde. Et on a fait un match. Il dit ouais, je joue au PFC. Je dis ouais, tu vas voir le PFC. Moi, je vais te montrer ce que c'est qu'un joueur de Maison Alfort, sombre merde. Et on a fait un match. Et il a fait un contrôle de la poitrine. Et il s'est retourné avec la balle. Et il a avancé normalement. Et là, j'ai dit ah ouais. Parce qu'en fait, nous, les amateurs, les nuls, quand on contrôle dos au but, le contrôle est lent. La balle va derrière, donc tu cours chercher la balle et tu reviens. C'est long.
Tu vois, même là, je t'explique, c'est long. Alors qu'un joueur qui a des capacités et qui est fort, le but est derrière lui, il fait tac, il se retourne et c'est... Genre, il fait un truc, il accompagne le ballon. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est mort. Ouais. Dans ma tête, j'ai dit, c'est mort. Ça, il n'y a pas l'entraînement, oui. Fais des gammes, l'entraînement. Tu répètes. Ça, j'ai dit, tu sais pas le faire. C'est mort. Donc là, lui, il le sait pas, et c'est la première fois que je lui dis d'ailleurs. Là, j'ai su que c'était fini pour moi. Il paraît de ces rêves de footballeurs qui ont vite été enterrés quand il t'a vu faire un peu. Il a eu la blessure aussi du genou, Thomas. Ouais. On en discute souvent avec lui, mais c'est vrai que ça a été une rencontre vraiment formidable, Thomas. Parce qu'on était dans une classe avec Thomas, Raïm et tout un groupe de potes qui, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact. Et puis on jouait au foot, effectivement. Je crois qu'on avait ça en EPS et on avait foot et se la racontait un peu, pied gauche, tout ça. Et c'est vrai que dès les premiers échanges, dès les premiers matchs, ils ont vu que la différence, ça se fait quand même. Ah ouais, quand je te parlais tout à l'heure de Pelé, tout ce qui est contrôle technique, c'était ça en fait. Et nous, on avait la chance d'avoir un entraîneur qui, à chaque entraînement, c'était une demi-heure, 45 minutes de gamme et toujours la même chose. Pied droit, pied gauche, poitrine, tête, cuisse. Et c'était tout le temps pareil. Et donc, à un moment donné, quand en fonction de la trajectoire du ballon, tu savais quelle partie du corps qu'il fallait choisir le plus rapidement possible pour exécuter. En tout cas, voilà, tu étais au courant, tu as enterré les rêves de footballeur professionnel de Thomas Gijol. Comme ça, c'est clair. Tu es d'accord avec lui, il parlait de ça dans l'extrait, sur le fait qu'il y a l'entraînement, donc tu en parles, ce truc-là de répétition et tout, mais qu'il y a un peu un truc inné quand même. Que même avec l'entraînement, le mec qui s'entraîne à 24, s'il n'a pas des capacités naturelles, on va dire, il peut peut-être pas aller aussi loin que d'autres. Tu es d'accord avec ce truc-là ? Ouais, je suis assez d'accord avec ce truc-là, mais on l'avait quand on était petit aussi, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, ils sont souvent devant des écrans. Ils sont pas comme nous avant. On n'avait pas tout ça, donc forcément, on sortait. Et quand on sortait, on faisait du saut, on faisait de l'élastique, on jouait aux billes. On allait faire des cascades n'importe où. Donc cette coordination, en fait, on l'avait. Et naturellement, on l'a même pas appris avec. Aujourd'hui, on est obligé de faire des échelles, des choses avec des bâtons et tout. Alors que nous, finalement, quand tu montais dans les arbres, la coordination, tu l'avais. Tu courais tant bien que mal. Tu voyais qui a été rapide, qui l'était pas. Mais voilà, donc on avait cette chance-là de pouvoir faire des choses naturelles. Et finalement, c'est la différence qu'il y a peut-être avec aujourd'hui aussi. C'est un entraînement naturel en fait. Nos passions, nos jeux dehors, en fait, c'était un entraînement quotidien sans s'en rendre compte. Et sans s'en rendre compte. Mais moi, je m'en suis rendu compte en fait quand j'ai passé mes formations de foot après ma carrière avec un préparateur physique et qui nous a montré ce qu'on faisait entre 0 et 8 ans. Et on s'est reconnu. En fait, on s'est reconnu dedans parce que on n'était pas. Après, il y avait la chance. Certaines personnes avaient la télé ou quoi, mais sinon, on était tout le temps dehors. Tout le temps. On jouait au foot, on jouait au basket, on jouait au tennis, on faisait plein de sports et c'est la différence peut-être avec les garçons d'aujourd'hui. Ouais, il y a un truc qui peut les jeunes, qui s'est peut-être perdu avec le temps. Avec la société qui a évolué, quoi. La société, elle a évolué, mais après, il faut aussi évoluer avec la société. Je pense que je suis pas en train de dénigrer la télé, je suis pas en train de dénigrer tous les jeux vidéo, etc. C'est simplement qu'on avait ce truc de se retrouver dans des endroits avec pas mal de monde et pouvoir échanger. Et voilà, maintenant la communication, elle se fait par les téléphones. Et c'est comme ça, après, il faut. Mais il faut pas perdre aussi le truc de pouvoir aussi être connecté avec les gens. Et mine de rien, je trouve que le foot, les Five et compagnie, ça reste ce truc-là aujourd'hui qui nous réunit encore, tu vois, qui fait que les gens vont sortir de chez eux, vont lâcher le téléphone et tout, les FIFA et compagnie pour se voir en vrai et faire un truc, se réunir. C'est ça qui est sympa. Ouais, ça qui est cool. Il parlait aussi de l'équipe de France, tu as été international français. Tu te souviens de la première fois, de ton ressenti, la première sélection ? Ouais, mon premier ressenti, ça a été je crois que c'est un 13h à peu près, quand le sélectionneur a donné la liste. Je savais qu'il y avait des blessés, mais de là à me dire que dans cette liste, j'y serais, c'était assez compliqué. Pourquoi ? Parce que moi j'ai commencé le foot en 2001, c'était en 2007, donc 6 ans après. Il y en a qui sont passés par Clairefontaine, il y en a qui sont passés par des grands clubs.
Et moi, je me retrouve, même si j'ai joué à Saint-Étienne, à Rennes, à Saint-Étienne et puis Monaco, je me retrouve dans un groupe où tu as comme attaquant Djibril Cissé, Thierry Henry, Nico Anelka, Sylvain Wiltord. Et moi, j'arrive en 5, 6e, je lui dis Benzema aussi, puisque c'est ma première sélection, Karim, Nasri, etc. Je me dis, mais waouh! Dans quoi je... Et puis c'est là, en fait, c'est cette grande fierté, parce que j'ai pas fait de centre de formation, parce que je suis arrivé sur le tas, j'ai appris sur le tas, j'ai fait avec ce que je pouvais, et finalement, j'ai porté le coq, et ça, c'est ma plus grande fierté dans le foot. C'est quand même fou. C'est vrai, comme tu dis, c'est extraordinaire. C'est surtout quand on a un parcours comme le tien. Comme tu dis, t'as peut-être pas un parcours type comme tu dis, de celui avec Clairefontaine et compagnie, machin et tout. Donc j'imagine que ça va être encore plus là, même avec la famille et tout, ça doit être une fierté. C'est une fierté folle, quoi. Immense. Et après, il y a Steve Savidan aussi qui a un peu le même parcours. C'est vrai. Qui a sa sélection aussi en étant éboueur à une époque. Carrément, putain, ouais. Et il y a d'autres joueurs aussi, mais peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, mais franchement ça a été une époque, je pense, dans les années 2000 où on pouvait encore avoir un parcours atypique. Aujourd'hui, on l'a un petit peu moins parce que c'est un peu plus compliqué de rentrer dans les centres de formation, c'est beaucoup plus suivi, il y a beaucoup d'agents, beaucoup d'intermédiaires qui regardent le foot, donc mais c'est vrai qu'avant, on avait un petit peu cette faculté à avoir ce parcours atypique. C'était le bon moment, quoi, pour avoir ce parcours et avoir une chance d'intégrer. Tu vois, c'était pile le dernier truc, le dernier credo. Tu regardes un peu l'équipe de France encore aujourd'hui? C'est quoi ton regard sur l'équipe de France? Oui, je regarde l'équipe de France, bien évidemment. T'en penses quoi? C'est une très très belle équipe. C'est une équipe qui est depuis Didier Deschamps, qui est pragmatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle commence une compétition, c'est pratiquement pour aller au bout. C'est vrai. À part l'Euro ou en Angleterre où ça s'est pas bien passé parce qu'il a voulu changer un petit peu ou peut-être aussi écouter ce qui se disait dans les médias. Change parce qu'on a des meilleurs défenseurs, allez, défense à 3, etc. Je pense qu'il aurait peut-être dû rester après on le saura jamais, mais il aurait peut-être dû rester dans ce qu'il sait faire. Et d'ailleurs, juste après cet Euro, cet échec d'Euro, il s'est remis à faire du Didier Deschamps. Et comme par hasard, on arrive en finale de la Coupe du Monde. Donc même si on a eu 80 minutes très compliquées, mais après il y a l'extraterrestre qui a fait le taf et qui nous a permis d'aller en prolongation. C'est clair. Donc non, c'est une équipe vraiment toujours pareil, c'est-à-dire qu'on forme des joueurs et la post-formation se fait à l'étranger, dans des grands clubs, et puis après ça revient en équipe de France avec des convictions, parce que ce sont des joueurs qui jouent la Champions League tous les ans dans des grands clubs. Donc non, pour moi et en plus on a de l'avenir. À chaque fois il y a des gens qui arrivent et tu te dis mais c'est qui encore celui-là? Zaïre Emery, il a 17 ans, il est déjà en équipe de France. Donc ça veut dire que si pas de blessure, grand club, Champions League, ça veut dire que c'est un garçon qui va jouer encore 10-13 ans en équipe de France. Derrière, il y a quand même du monde. Il y a Chevalier qui va être dans les buts, Konaté. Non, on a une génération encore derrière qui est extraordinaire. C'est vrai qu'on a un vivier de fou, en fait. Des fois, on se rend pas compte, mais on a un vivier incroyable, en fait. C'est infini, t'as l'impression. C'est fou. C'est l'impression que t'as infini, comme tu dis, maintenant il a 17 ans, enfin, qui se retrouve meilleur même au PSG, il se retrouve décisif, être une pièce maîtresse du PSG. Alors qu'il devrait même pas. Alors qu'il devrait pas, c'est limite des fois pas bien, entre guillemets, parce que ça met une pression de dingue sur un joueur qui peut se retrouver à avoir une carrière incroyable, là, comme c'est parti, mais qui peut se retrouver avec une pression et faire un truc, tu vois, ça peut être contre-productif. Peut-être que tu peux péter aussi un câble à un moment donné, mais je sais aussi de sources sûres que qui est très bien représenté, qu'il a une tête super bien faite, il est à l'école. À l'école, c'est comme le foot. C'est très droit et donc de toute façon, moi je pense que l'école ne va pas sans le foot. C'est indissociable. À cet âge-là, c'est indissociable. Je pense que, et c'est ce que je dis souvent quand on me demande conseil, même aux jeunes quand on va les voir, c'est vraiment l'école, ça peut pas être dissocié, parce que quand tu apprends bien l'école, forcément aller au foot ça va aller. Je pense que le week-end, en plus quand on commence à jouer un petit peu dans des clubs 17 nationaux, 19 nationaux, on a des voyages assez longs, donc on n'a peut-être pas le temps de faire beaucoup ses devoirs, mais si on est assidu, si on prend de l'avance, si on est bien à l'école, on a un contrôle le lundi matin, on se dit oh putain, j'ai pas fait mes devoirs, oh là là, qu'est-ce qui forcément même pendant le match,
mentalement t'es pas bien et tes performances ça peuvent pas être au top, tu vois. Et donc je me dis que si t'as fait tes devoirs, si t'es bien dans ta vie, ton entourage, tout va bien, au match tu vas pas y penser, tu vas dire aujourd'hui moi j'ai plus qu'à faire un bon match et j'ai bien terminé ma semaine. Et c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, c'est vrai, c'est un tout global, c'était être réglo avec tes à côté du foot pour se concentrer sur après le truc, quoi. Exactement. Ok, parlons un peu d'humour. On voyait le passage de Thomas. Tu suis un peu, c'est quoi ton rapport à l'humour, au stand-up, aux humoristes? Ouais, mes premiers stand-up, et quand je suis revenu en fait en France par rapport à la carrière, et puis j'ai revu Thomas et j'ai vu qu'il faisait partie de la troupe de Jamel Comedy Club. Yes. Et c'est comme ça que je me suis remis un petit peu dans le stand-up et on allait voir Thomas, Claudia Tagbo, toute cette famille là cette première famille qui était partie au Jamel Comedy Club, et puis encore aujourd'hui avec Redouane Bougueraba, Malik Bentabla. Hier soir j'étais avec Nordine Gonzo aussi, qu'il faut que j'aille voir au Palais des Glaces, il me semble. Je crois, au Palais des Glaces à partir de janvier. Ouais. Donc voilà, je fais partie, je dirais pas je fais partie, mais j'aime bien regarder tout ce qui est stand-up et show. Ouais. Tu suis un peu, je vois que tu suis quand même ce qui se fait, parce que maintenant il y a beaucoup d'humoristes, mine de rien, il y a une vraie grande génération qui est en train de s'installer, les plateaux, les comédie clubs à Paris, c'est devenu un truc vraiment courant, les gens ont l'habitude de vivre avec ce truc-là. Mais c'est sympa aussi, parce que tu vas entre potes, ou même en couple, tu passes un bon petit moment, tu bois un petit verre, en même temps, t'écoutes des nouveautés. Et ça, je pense que tu passes vraiment un bon moment. Ouais, c'est kiffant, carrément. Il y a ce truc-là quand on vit en banlieue, quand on fait du foot, de trucs de vannes, de chambrage un peu naturel, tu vois. T'aurais pu faire un peu de la scène, toi, ou pas? Je suis pas sûr. Non, tu penses pas? Je suis pas sûr. Non, parce que après, je pense que c'est de l'acting. Ouais. Et je sais pas si je l'ai vraiment. Alors, je peux apprendre, hein, bien sûr, ça s'apprend. Je pense que on peut pas être humoriste comme ça sans faire un petit peu de cours. Alors je sais pas si aller jusqu'au cours Florent. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, alors oui, au début, tu peux avoir cette espèce de chambrage, de pouvoir répondre un petit peu tout le temps. J'en ai connu des mecs qui, dès que tu disais quelque chose, hop, ça rebondit, et à chaque fois ça parle, et puis super marrant. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, il faut savoir, si tu veux vraiment faire ton métier, il faut savoir se cadrer. Et ce cadrage, c'est à un moment donné de passer par des cours. Donc, oui, c'est se professionnaliser, faire les choses sérieusement et tout, machin. Bien sûr. Les humoristes, je le disais, il y en a beaucoup aujourd'hui qui peuvent aussi avoir une influence des fois sur les jeunes, tu sais, via les réseaux sociaux, notamment avec les humoristes qui sont beaucoup présents sur les réseaux et tout. Il y a ce truc-là, tu l'as senti toi à ton époque, l'influence que tu pouvais avoir en tant que footballeur sur une génération qui venait te voir, tu l'as ressenti ce truc-là? C'était une responsabilité, tu l'as senti? Moi je l'ai senti plus quand je revenais aux Antilles, parce que j'avais la chance de pouvoir rentrer à chaque vacances finalement. Ouais. Et à chaque fois que je rentrais, on avait je passais dans les clubs et je disais un petit peu mon ressenti et surtout mon parcours. Et je leur demandais de pas lâcher et de faire beaucoup de sacrifices, parce que c'est la vérité. Mais on ressent un petit peu ce besoin de pouvoir transmettre, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le leitmotiv un petit peu de chacun d'entre nous. Et t'avais ce devoir de se dire j'ai une responsabilité, ce que je dis ou ce que je fais, ça peut avoir une conséquence directe ou indirecte sur des jeunes. Tu l'avais ce truc-là en tête ou pas forcément? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est plus après de l'après-carrière. C'est plus après carrière qu'on a plus ce ressenti. Et parce qu'aujourd'hui, maintenant avec les réseaux, il y a beaucoup de jeunes footballeurs aussi qui on voit leur vie finalement, leur train de vie, ils gagnent de l'argent, ce qui est normal et tout, donc ils se font plaisir, normal quoi en fait. Et maintenant on le voit plus qu'à ton époque où il y avait moins de réseaux, enfin il n'y avait même pas de réseau du tout à part Facebook quoi. Et on sait que c'est un milieu où il y a de l'argent, etc. Donc il y a ce truc là peut-être qui a pu changer à ton époque, ou peut-être qu'ils ont une conscience maintenant les footballeurs de se dire faut que je fasse attention, ou alors je suis naturellement comme ça et puis ça passe, on verra, tu vois. Tu ressens ce truc là quand tu parles aussi avec Ouais, je le ressens un petit peu, mais après ça dépend de ton caractère, ça dépend comment tu as envie de vivre ta carrière de footballeur aussi. Mais aujourd'hui, depuis un certain temps, on s'aperçoit finalement que tout est cadré. Le footballeur aujourd'hui, il doit se concentrer sur son football. Derrière, on a un agent de la communication, un agent de sportif.
T'as le mec qui va regarder aujourd'hui les réseaux sociaux. Quelquefois, c'est même pas le joueur en fait qui a son réseau social. Ouais, il y a un community manager qui s'occupe de ça. Voilà, un community manager, t'as un média. Voilà, c'est hyper cadré chez les grands joueurs et je trouve ça sympa. Après, j'aime bien aussi quand t'es assez naturel. T'as le droit de fauter. Ouais, t'as le droit de fauter. T'es jeune, t'as le droit de faire des bêtises. Ne pas, bien sûr, il y a un degré. Mais t'as le droit aussi de faire des conneries. Depuis l'âge de, je sais pas quel, depuis 12-13 ans, si t'as fait de la post-formation, après ta formation, ouais. À un moment donné, faut vivre un peu, quoi. Faut vivre un peu. Ouais, carrément. C'est quoi, toi, ton rapport aux réseaux sociaux, justement ? T'es comment par rapport à ça ? T'es actif ? C'est juste comme ça ? C'est pour professionnel ? Non, mais justement, ouais, professionnel, actif sur mon compte perso un petit peu, mais sinon, ouais, plus professionnel par rapport à mon activité aujourd'hui qui est justement de transmettre et par rapport aux médias. Mais sinon, ouais, j'aime bien les réseaux sociaux. Je suis pas tout le temps dessus. Justement, je l'ai confié, comme on parlait de structuration, mais je l'ai confié aussi mon image à l'Eden Global, qui est une agence de communication. Et je pense que c'est important si on veut progresser dans son image et dans ce qu'on veut faire, je pense que c'est important de laisser place aussi aux professionnels, tout simplement. Ouais, de rester à sa place, de savoir ce que tu maîtrises, ce que tu maîtrises pas. Ouais, je peux poster une photo en famille, mais sur mon compte privé, mais tout ce qui est un peu professionnel, où il faut avoir la bonne phrase, les bons codes, et la bonne heure aussi, parce que attention, il y a des fois tu postes un truc, tu vas pas poster, poster une image à 22h alors que tout le monde va dormir. C'est clair. Donc les gens, ils savent à quelle heure, comment il faut poster, à quel moment. Et ça c'est pro. Il y a beaucoup de paramètres. Exactement. Qui changent en plus, qui évoluent très très souvent. Et très vite. On a des applications qui sortent toutes les secondes, on dirait. C'est fou. C'est vraiment, faut être. C'est un taf. Ouais. C'est un taf. Et tu regardes un peu YouTube et tout, c'est un truc que tu consommes ou pas forcément ? Pas forcément. Non, pas trop. Non, je regarde YouTube quand je cherche quelque chose à faire. C'est-à-dire, je sais pas, sur une recette, un truc. Un truc particulier. Voilà, un truc particulier que je cherche. Et je regarde des YouTube aussi sur les débriefs de matchs. Ok. Et sur des matchs aussi que j'arrive pas à voir à la télé. Mais voilà, c'est des choses que... Ouais, c'est des programmes précis. C'est des programmes précis que je regarde. Ouais. Ok, ça marche. Écoute, et les gens que j'aime bien. Et les gens, comme qui, dis-moi par exemple. Il y a des youtubeurs que tu suis un peu ? Tu regardes un peu ou pas du tout ? Je connais personne. Je connais pas d'influenceurs, youtubeurs et tout, je connais pas. C'est vrai. Parce que maintenant, il y a le truc qui... Tu sais, je trouve que ça se fait de plus en plus, les youtubeurs, enfin des gros noms, Squeezie, McFly, Carito. Tu sais, il y a un pont qui se fait plus facilement maintenant avec des métiers plus classiques, enfin des métiers artistiques. Tu sais, maintenant on va voir des McFly et Carito qui vont faire des trucs avec Marion Cotillard, tu sais, avec des acteurs, des rappeurs ou des footballeurs. Et je trouve que maintenant la passation elle est plus simple qu'avant, tu vois. C'est pour ça que je te demande si des fois tu pourrais suivre ou via tes enfants peut-être. Ah, même pas. Non, même pas. Même pas forcément. Même pas. C'est pas ton délire. Ouais. Ça marche. On va faire un petit jeu. Vas-y. Qu'on a fait tous avec tous mes invités, qui s'appelle le Quiz Art. Je vais te poser des questions sur tout ce qu'on vient de parler, un peu le cinéma, la musique et tout. Questions très simples, tu verras, il n'y a pas de piège. Et tu auras 1 minute pour me donner le maximum de bonnes réponses. Si tu sais, tu me réponds. Si tu sais pas, tu me dis je passe. Okay. Et je passe à la question d'après. Vas-y. Ça te va ? On va mettre un petit chrono rapide, histoire de mettre un petit peu de pression. Bon, t'es un footballeur, c'est pas un chronomètre qui va te mettre de la pression, mais... bam. Frédéric, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Al Pacino ? Wow, je passe. Un humoriste français. Thomas Nigel. Un dessin animé Disney. Disney. Le Roi Lion. Ok. Une série Netflix. Validé. C'est Canal, je crois. Mais je vais te la donner. Un rappeur français. Oxmo Puccino. Ok. Un film avec Vincent Cassel. La haine. Un film sans Vincent Cassel. Sans Vincent Cassel. Mission Cléopâtre, Obélix. Ok. Un animateur sur TF1. Un animateur de TF1 ? Ouais. Comment il s'appelle celui-là ? Je passe. Un film Marvel. Superman contre Batman. Ok. Un compte Instagram. De quelqu'un ? Ouais. Le mien. Ouais, parfait. Un manga. Ah yes, on y est. T'avais un manga ou pas ? Un manga ? T'en avais un Olivier ou pas ? Tom.
Allez, parfait, je te le donne celui-là. Merci. Alors, on est à combien? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 bonnes réponses. Ouais, écoute, 8 bonnes réponses, on est carré. Ouais, ça va, on est bien. Combien? J'avais plein de questions. Ah, d'accord. J'avais plein de questions, donc c'est vraiment illimité, quoi. Mais il y en a, ils sont... je vais pas te dire, il y en a, ils sont trop chauds. Il y en a, ils vivent pour jouer, tu sais. Donc ils sont pas... Oxmo Puccino, c'est un très bon choix, par contre, de rappeur. Ouais. Grand nom. Il est venu. Il est venu comme ça, j'ai vu. Comme ça, direct. J'ai vu, il est arrivé. Parlons un peu de cinéma. J'ai cru savoir que tu étais assez cinéphile. Ouais, je regarde, j'aime bien regarder les films, ouais, exactement. Et c'est quoi ton... Après, me parle pas des acteurs. Hein. Ça, non, acteurs, non, je te parle pas d'acteurs. Ah, ouais. Mais ton film de chevet, un film que t'aimes bien revoir de temps en temps et tout, que tu prends autant de kiff, ça serait quoi, par exemple? Un film que j'aime bien revoir. Ouais, qui t'a marqué. Le Prince à New York, c'est celui qui m'a marqué le plus. Ouais. T'as vu, ils avaient fait une suite il y a pas très longtemps, là, le mec. Non, nul. Non. 0. Et ben, en parlant d'Eddie Murphy, t'as vu qu'ils avaient fait une suite du flic de Beverly Hills? Ils vont faire le 4 là aussi. Non. Bah écoute, il sort sur Netflix là, en 2024, je sais plus quand exactement, début d'année. J'ai vu la bonne annonce là, il y a pas longtemps. moi je déteste les suites 20, 30 ans après. Pour ça, non, franchement, le Prince à New York 2, il est bidon. Ouais, bah c'est ce que j'ai. Moi, je l'ai pas regardé, mais j'ai entendu que ça. J'ai pas eu de positif sur ce truc-là, tu vois. Et là, le flic de Beverly Hills 4, pareil, c'est. Ah, t'as kiffé le 1, le 2, puis après, ça y est, c'est bon. Puis les gars, ils ont trop vieilli, quoi, en fait. Tu sais, Eddie Murphy, je l'adore, mais tu sais, il est maintenant, je sais pas, il doit avoir au moins 60 piges maintenant. Il peut plus courir, faire des trucs dans tous les sens, c'est plus possible, tu vois. Genre, à un moment donné, il faut faire autre chose, tu vois. Tu vas souvent au cinéma? Ouais, j'ai une carte. Ça t'arrive? Tu sais, tu te rappelles, c'est quoi le dernier film que t'as vu, par exemple, ou pas? Le dernier film que j'ai été voir dernièrement, je pense que c'était un film pour enfants, avec les petits. Ouais, c'est souvent ça. C'était quoi en fait? Un dessin animé? Enfin, un truc d'animation? Ouais, un truc d'animation qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, je sais plus. T'avais kiffé? Moi, souvent, quand je vais au cinéma avec les petits, c'est pour eux. C'est pour eux et souvent je m'endors. Ouais, voilà, tu fais ta sieste et exactement, je fais ma sieste et je te laisse regarder le film. Ah, c'est Hypnotique, tiens, j'ai été voir. Okay, oui. Ok. T'avais bien aimé? Ouais, c'était pas mal. C'était cool? Ok. J'étais en train de chercher le film que je. Ouais. Ah ouais, j'ai pas vu, mais j'ai. Ouais, ok. Je vois très bien. Très sympa. C'était cool, ouais. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première claque film que tu t'es prise quand t'étais jeune? Un film qui t'a marqué dans ton adolescence? Rocky? Ah ouais? Pourquoi Rocky? Rocky, Stallone, les muscles, le carnage. En fait, c'était ça qui m'avait marqué. Et voilà. Et je pense qu'aussi, c'était. Après, on a commencé à regarder, tu sais, quand on était dans le rap et tout. Bah, c'était Va craquer, La haine et tout ça. C'était des films sur la banlieue qui ont marqué notre enfance, ça c'est sûr. Carrément, ouais, ça reste des classiques. Ça reste des classiques, clairement. Est-ce qu'il y a un film qu'on t'a vendu? Tu vois, on t'a dit, vas-y, regarde-le, lui, il est vraiment charmé. Et en fait, t'as pas kiffé. Un peu qu'on t'a vendu, surcoté un peu, tu vois. T'as souvenir d'un truc comme ça? Non, j'ai pas de souvenir comme ça, tu vois, par exemple, mais il y a des films où on me dit La guerre des étoiles, vas-y. Ah oui, qui sont genre classiques pour certaines personnes. Moi, je suis sur ça, je suis avec toi. Moi, j'ai jamais kiffé de regarder La guerre des étoiles, mais jamais. Moi, tout ce qui est Star Wars et tout, je n'ai jamais vu. Bah, je sais que pour certains, c'est. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est une religion, quoi. Le t-shirt, le pull et tout. Ouais. Dès qu'il y en a un qui est sorti là il y a 2-3 ans. Ouais, mais j'arrive même pas. J'ai l'impression qu'entre les séries et les films Star Wars, j'ai l'impression qu'il y en a toute l'année, quoi. Ouais, c'est clair. Et bah, comme les Marvel en fait. Moi, j'ai pas trop regardé Marvel, si ce n'est quelques trucs genre Spider-Man et tout. J'ai regardé, mais j'ai jamais regardé. Pas tous vu non plus. J'ai jamais vu Iron Man, un truc America, Avengers. J'ai jamais vu. Il y a trop de trucs. C'est pareil entre les films et les séries, c'est interminable, quoi. Ouais, interminable. Clairement. Et tu mates des séries un peu? Ouais, j'en mate un petit peu. C'est un truc que t'aimes bien aussi, format série? Ça dépend de la série. J'aime bien les séries assez cool, assez drôles. Ouais. J'aime bien les séries avec un peu de suspense aussi. Ok. Mais je regarde aussi un peu de tout. J'ai vu une série coréenne là dernièrement, qui était assez sympa. Et puis là il y a Massilia, je crois, un truc comme ça. Ah, Pax Massilia, ouais. J'avais reçu Moussa Mascri qui joue dedans, qui joue le. Tu l'as vu la série?
Bah, je suis en train. T'es dedans. Qui joue l'Indien. Je suis dedans. Ah ouais. Ouais. Ah mais lui, il me fait rire parce qu'en fait, il joue soit dans un film, soit dans une série, il joue toujours le même personnage. Ouais, bah on en parlait qu'il a cette image de mec qui joue les bad guys, quoi. Ouais, qui joue vraiment le. Mais il a la tête, frérot. Il est là. Exactement. Et tu le vois dans la série, tu sais que c'est le méchant. C'est pas. Même si tu connais pas l'histoire, tu sais que c'est lui le méchant. Et puis il joue vraiment bien. Il joue super bien. Et c'est un bête de gars. Ah, et justement, il disait, c'était très marrant, que quand il rencontre des gens dans la rue, ils disent ah mais vous êtes gentil en fait. Tu vois, parce qu'il a tellement cette image de gars. Ouais, mais en fait, c'est un rôle, quoi. Tout va bien. Ouais, c'est un rôle, y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une série que t'as kiffé, genre vraiment que t'as maté, pas forcément récent, hein, un truc même à l'ancienne, je sais pas, qui t'a marqué, tu vois, la série avec Will Smith, Prince de Bel-Air. Prince de Bel-Air. Ouais. Pareil, même génération un peu à cette époque-là. Ouais, c'est exactement. Il y avait pas beaucoup de séries en plus à ce moment-là, c'était. Non, mais c'était la série déjà qui a révélé Will Smith, et puis c'était oncle Jeffrey, oncle Phil, Carlton. C'était une belle époque. Ouais. Et est-ce qu'il y a une série que t'as pas vue, mais tu fais croire aux gens que t'as vue? Tu sais, des fois, on te parle, oui, t'as regardé ce truc-là? Oui, j'ai regardé. Non, ça m'arrive pas, ça. Tu sais, c'est pas pour mentir, c'est juste pour pas rentrer dans des débats où les gens ils vont te saouler pendant une demi-heure. Ouais, bah t'as vu, tu vois, tu dis oui, j'ai vu. Et puis, non, j'ai pas vu. T'as pas ce truc-là? Non, j'ai pas ce truc-là. T'as pas ce truc-là, ok. C'est pas bien, ça, de faire des trucs comme ça. Non, mais tu sais, moi, j'avoue, je l'ai déjà fait. Mais c'est pas pour mentir en mode. C'est pour des fois, c'est les gens, ils vont essayer de te vendre un truc. Ouais. Et toi, tu sais que tu sais que si tu l'as pas vu, c'est que t'avais pas envie de la regarder, tu vois. T'as pas envie que le gars il soit là, mais non, mais si regarde, tu vois, qu'il te convainc. Donc tu dis oui, je l'ai vu, et puis tu sais, on passe à autre chose. Après, tu peux te faire niquer et tu dis bah alors t'as bien aimé ce truc-là, et là t'es niqué. Si on rentre dans les détails, c'est fini. C'est fini. Est-ce qu'il y a un acteur que tu kiffes, qui te marque, t'aimes bien regarder ses films ou ses séries? Écoute, là, ouais, j'aime bien Omar Sy, moi. Ah, Omar Sy, j'aime bien Omar Sy, c'est quelqu'un que j'ai rencontré d'ailleurs à Rennes à l'époque. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Mais Omar, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui a grandi aussi en banlieue, qui a réussi et qui fait sa vie aussi. Et c'est un grand homme, c'est généreux, comme peu aussi peuvent l'être, et qui fait ce qu'il dit, quoi. Qui fait ce qu'il dit, et qui est là, et qui a des prises de position très très fortes, et qui en déroge pas, et qui n'hésite pas, et qui est français aussi. Il aime bien le dire, et c'est la vérité. Il est français, même s'il vit aux États-Unis. Bien sûr. Mais voilà, il est français, et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Lupin, là, j'aime bien ce qu'il a fait là, par Lupin. C'est un grand homme avec une carrière incroyable. On peut être que fier de son parcours, tu vois. Il n'y a même pas de débat. Mais non. On devrait même pas, tu vois, il n'y a pas de. C'est incroyable qu'on puisse avoir des débats sur des personnages comme ça. Ouais. Et qui sont des faux débats en plus. Ouais. Qui servent à rien. C'est toujours des trucs qui n'ont aucun intérêt, qui sont parce que c'est Omar, on va parler, etc. Parce que je pense que sa réussite doit déranger certaines personnes. De toute façon, la réussite dérange beaucoup en France. C'est un vrai problème. Tu l'as ressenti, toi qui as joué à l'étranger, qui as joué en Angleterre, aux États-Unis aussi, où il y a une culture où justement qui est à l'inverse de la nôtre pour le coup. Fait. Tu ressens ce truc-là en France encore plus quand tu es dans ce milieu sportif? Ouais, on le ressent. Bien sûr, on le ressent. On le ressent tout le temps. Le regard des gens, tout en fait, tout le temps. C'est regarde comment il est habillé, regarde sa voiture, regarde. On peut rien avoir en vérité. On peut rien avoir. C'est une espèce de jalousie maladive qui est comme ça en fait, c'est ancré en vérité. Ça a changé ou pas du tout? Tu sens qu'il y a une petite évolution entre le début et maintenant? Ça pas du tout. Non, je la vois pas. Ouais. Je la vois pas, cette évolution. Il y a toujours ce truc là de jalousie. C'est français en fait. C'est français, hein, parce que non mais c'est vrai, c'est français pour tout, et même à un moyen niveau, tu vois, même quelqu'un qui gagne un peu mieux sa vie sans être artistique, hein, mais je sais pas, tu vois, clairement. Il y a tout de suite ce truc de il a changé sa voiture. C'est français. Alors il a pas le droit. Ouais, c'est clair. Oui, c'est rien. Mais l'argent, il l'a pas volé. Tout le monde gagne son argent, on travaille. Enfin, tu vois, il y a pas de raison de normalement. Tiens, on va rester avec les États-Unis. T'as joué aux États-Unis, t'as joué à Portland. Ouais, j'ai joué à Portland. Sur les conseils de Michael Silvestre, si je dis pas de bêtises à l'époque. T'es au courant de plein de choses, toi. Écoute, attends, on travaille quand même. Et c'était comment de jouer aux États-Unis à cette époque-là, dis-moi. Maintenant, c'est courant, les joueurs qui vont dans des gros championnats qui sont moins exposés, on va dire, mais à cette époque-là, c'était un peu moins répandu, en fait. C'était un peu moins, tu vois.
J'ai l'impression. Ouais, c'était. Bah après, c'était l'évolution. Il y avait Beckham qui était parti un petit peu avant, Mika Sylvestre qui est parti à Portland. Et qui m'a proposé de pouvoir venir parce que je jouais plus trop à West Ham et c'était une expérience extraordinaire. C'était kiffant, ouais. Ouais, c'était kiffant. C'était un tu sais, quand t'as 30 j'avais quel âge, 33, 34 ans, tu pars là-bas, tu fais un kiff pendant 18 mois et c'était vraiment top de pouvoir évoluer, voyager. Moi j'étais jamais parti aux États-Unis. Ah ouais, c'était la première fois pour. C'était la première fois, okay. donc j'ai visité un petit peu toutes les villes, aller à Chicago, c'était voilà, c'était fou. Tu voyais des trucs, des scènes de films et puis tu te rendais dans les espaces, c'était voilà extraordinaire. Donc j'ai profité de ça pour aller de partout. Vegas, j'avais jamais fait Vegas, donc j'étais à 2 heures de Vegas. Tu prends l'avion, c'est top quoi. T'aurais pu rester là-bas plus longtemps? J'aurais pu rester là-bas plus longtemps si j'avais obtenu ma carte verte, mais c'était assez compliqué, très long de l'avoir. Ok. Mais finalement après je suis rentré et puis je suis bien. Finalement, je suis bien d'être là. T'es bien, ouais. Ouais, je suis bien rentré. Ça reste un kiff. Apparemment, moi j'ai été en Amérique du Sud, mais jamais fait l'Amérique du Nord et toutes ces villes-là. Mais apparemment c'est bien, c'est cool, c'est trop bien comme tu le dis, tout ce que tu viens de décrire. Après, y vivre toute l'année, c'est un peu moins. Enfin, pas que c'est moins bien, mais des fois je trouve c'est peut-être bien de garder ce kiff, de pouvoir y aller plusieurs mois dans l'année, tu sais, de revenir et tout, faire. Ouais, je pense que faire les allers-retours, ça doit être pas mal, ouais. Après, ça dépend où tu vis, hein, parce que ça dépend, oui. Il y a des endroits, si tu vas vivre à Denver, tu vas te pendre. Hein. C'est ça. Non, mais c'est bien, non, mais t'as raison. Non, mais c'est vrai. Parce qu'aux États-Unis, on croit New York dans notre tête, tu vois, ou Los Angeles, ou je sais pas, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a des trucs encore plus paumés que chez nous. Columbus, Denver, là, c'est vrai, Utah, c'est chaud. Hein. J'avoue. Il caille en plus. J'avoue. Et Messi, d'ailleurs, qui finit en MLS, là, t'en penses quoi? Bah, très bien, c'est cool. Bien. C'est cool pour lui. Et puis en plus, c'était prédit. Hein. Ça fait un petit moment qu'il devait y aller et que Beckham a réussi à le convaincre de pouvoir venir à Miami. Je pense il y avait 2 clubs pour Messi, Miami ou Los Angeles. Ouais. Voilà. Ou alors s'il y avait vraiment une franchise à Vegas, peut-être qu'il serait allé à Vegas. Il serait parti à Vegas, ouais. Mais sinon, c'était 2 endroits où il faut avoir des grands noms du football. Après, le New York Red Bulls, un petit peu, moi, je trouve que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas fait un grand nom depuis même Thierry Henry. Depuis Henry, ouais. Mais sinon, à Los Angeles, il y a eu des Zlatan, il y a quand même des grands noms du football européen et même mondial. Et puis à Miami, cette franchise qui a 3-4 ans, qui grandit aussi chaque année. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Et en parlant de championnat étranger, t'en penses quoi de l'Arabie Saoudite là, qui depuis 2 ans maintenant fait un truc de fou quoi, en termes de mercato, des gros transferts avec des mercatos de fou, des gros joueurs aussi qui partent là-bas. Tant mieux. Je regardais un petit peu les matchs. Alors c'est pas fabuleux. Oui. On sent que c'est en devenir, mais en tout cas, je trouve que c'est très très bien de pouvoir aussi évoluer dans des championnats comme ça. C'est pas. Il y a beaucoup de personnes qui dénigrent un petit peu. Ouais, regarde, il est là-bas, il part à 24 ans, 25 ans. Mais on ne sait pas en fait ce qui se passe dans la tête d'un joueur, comment il vit, quel est son environnement familial. Et à un moment donné, quand tu fais x2, x3, x4, x10, tu te poses plus la question. C'est ça. Une carrière de foot, c'est tellement court que tu vas prendre ce qu'il y a à prendre et puis après, ok, il y a les trophées, mais les trophées vont rester là. Hein. Ouais, bien sûr. Et on va pas aller dans la tombe avec les trophées. Donc, par contre, tu peux laisser un héritage à tes enfants qui peuvent reprendre certaines entreprises, certaines choses que tu as montées. Et ça, c'est plutôt sympa. Ah, c'est clair. On peut pas jeter la pierre aussi facilement en disant mais qu'est-ce qu'il fait, machin et tout. C'est impossible. On n'est pas à la place des gens. C'est ça. En plus, les gens qui critiquent, je pense, feront exactement le même choix quand on propose à un moment donné un certain montant. C'est pour continuer à faire ton kiff en plus. Hein. C'est pas pour aller travailler dans un bâtiment. Clairement. C'est continuer à faire du foot, quoi. Donc voilà, parlons un peu de télé. Aujourd'hui, tu travailles pour Prime, t'es sur Prime. Ouais, Prime Vidéo en ce moment. Comment ça se passe? C'est cool ce métier de commentateur, consultant un peu? Ouais, c'est plutôt cool. Ça fait longtemps maintenant que tu fais ça. Là, t'es sur Prime et t'as fait Canal, t'as fait... Ouais, j'étais pas prédestiné à faire ça. C'est quand je suis rentré des États-Unis, justement, il y avait la finale de MLS et il y avait New York qui jouait avec Thierry et Laurent Jaoui m'appelle pour faire un petit tour à Canal pour commenter le match. Et puis bon, ça m'a bien plu. Ensuite, petit à petit,
J'ai fait de la première ligue, quelques émissions avec Infosport, voilà. Et puis voilà, ça m'a bien plu. Donc j'ai continué dans cette voie-là tout en passant mes diplômes d'entraîneur. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai de la chance de pouvoir être sur Prime, d'avoir un petit peu plus de visibilité et qui m'en donne aussi la chance de pouvoir évoluer dans ce métier. Ça s'apprend aussi. Je pense que pareil, quand on veut évoluer, il faut savoir aussi se structurer et prendre des cours. Il y a de l'élocution, il y a du média training, il y a des choses à respecter et c'est pas évident parce qu'on se fait beaucoup critiquer aussi. C'est pas, mais je pense que la critique te fait avancer et ça c'est primordial. T'as ce truc-là, j'ai l'impression depuis toujours de faire les choses comme elles viennent en fait, sur le tas, d'apprendre, de professionnaliser, etc. et de faire les trucs quoi, après qui t'animent, qui te font kiffer sur le moment quoi, exactement et c'est pourquoi je me prends pas la tête finalement. C'est que là je suis en kiff, on est sur les terrains, on a des plateaux avant, pendant et en fin de match, on rencontre beaucoup de personnes, des joueurs, des directeurs sportifs, on parle beaucoup, on a des débriefs qui sont faits en amont, on a un conducteur qui est donné avant, donc commentateur, non même pas commentateur parce que je suis pas commentateur mais plutôt consultant, c'est un vrai boulot, hein. C'est un vrai taf je vais pas dire de journalisme mais en tout cas de recherche, de regarder les matchs, de voir un petit peu tout ce qui se passe, d'avoir un peu des infos dans les clubs parce que bien évidemment on peut dire ouais mais lui qu'est-ce qu'il fait, comment ça se fait qu'il est moins bon aujourd'hui, peut-être que pendant la semaine sa femme elle a accouché, il a pas dormi depuis 3 jours, son enfant elle a été malade, c'est compliqué, c'est dur, bien sûr. C'est très dur, donc voilà, il faut arriver à être mesuré mais en même temps expliquer pourquoi il y a une méforme, pourquoi lui il est au top, pourquoi l'entraîneur il est plus ou moins inspiré, pourquoi il a changé de système, et c'est pas évident. Tu penses que c'est une plus-value d'avoir été joueur plutôt que des gens qui sont consultants et qui sont juste des passionnés de foot mais qui n'ont pas été professionnels, tu vois, d'avoir été des deux côtés toi? Je pense que c'est une plus-value justement de se dire, justement tu peux comprendre l'état d'esprit d'un joueur à un moment donné qui peut, comme tu disais, pas avoir une méforme pour X ou Y raison quoi. C'est une plus-value quand tu as connu un vestiaire et un terrain de foot. Le ressenti un petit peu de tout ça. Après, quand on est passionné de foot, ça s'apprend. On voit. Et il y a des gens qui sont très bons aussi consultants, alors qu'ils sont pas, qui n'ont jamais joué au football. Bien sûr. En tout cas, en pro, etc. Oui, bien sûr. Carrément. Et des grands joueurs aussi qui sont pas bons consultants. Donc tout n'est pas compatible. Donc non, c'est juste, il faut faire. C'est un travail, c'est un boulot, c'est un vrai boulot. Après, que tu le fasses bien ou moins bien, ça s'apprend parce que tu as des débriefs. Et je pense que justement, il en faut pour pouvoir progresser. Et puis de toute façon, on le voit, hein, plus on est visible, et ça veut dire qu'il y a une progression, c'est tout. Ouais. Ok, très bien. Écoute, je voulais qu'on parle rapidement des Antilles, de la Martinique, tu en parlais tout à l'heure. Tu es vice-président du Flexible Football Club, un tournoi qui est dédié aux jeunes de 12 à 13 ans, si je dis pas de bêtises. C'est important pour toi de s'investir dans ce genre de projet pour la Martinique, comme tu disais, de transmettre un peu ce que tu as vécu, etc. C'est super important. Je pense qu'aujourd'hui, le sport, et en l'occurrence le football, c'est le sport le plus populaire du monde. Donc à travers le sport, tu as des valeurs. Et c'est des valeurs d'éducation. Quand t'es pas à la maison, quand tu vas faire du sport, c'est là aussi que t'as cette manière d'avoir de retrouver les valeurs qu'il y a à la maison. C'est-à-dire que en fait ton éducateur, c'est un peu le substitut de tes parents. C'est lui aussi, quand tu es au sport, tu vas apprendre l'exemplarité, tu vas apprendre d'arriver à l'heure, tu vas apprendre de vivre ensemble, tu vas apprendre la mixité, tu vas apprendre plein de choses, des valeurs qui vont te permettre en tout cas d'évoluer et de devenir un homme, et puis qui vont te servir toute ta vie. Et c'est ça en fait que je veux et que j'aimerais encore de toute façon retransmettre aux Antilles. Alors c'est pas que sur la Martinique, mais c'est vraiment dans les dom-tom où aujourd'hui on a ce tournoi de cohésion sociale qui permet à plein de jeunes de pouvoir se comporter comme des pros sur 2 jours. Et en même temps transmettre avec des ambassadeurs et des gens qui nous suivent
pour leur donner des conseils, pour leur donner des choses de la vie et surtout de continuer à rêver. Parce que c'est surtout ça qu'on veut transmettre. Ouais, c'est important et on peut voir ça, on peut suivre ça un peu sur tes réseaux sociaux, tous ces trucs-là, toutes ces choses qui sont mises en place. Ouais, bah il y a l'association Flexi Football Club sur Instagram où justement on parlait de structuration, mais je l'ai donné aussi à l'Eden Global qui lui s'occupe de pouvoir poster tout ce qui est vidéo et photos. Ensuite, bien évidemment, quand on fait ce genre d'événements, il nous faut des fonds. Donc, on regarde à droite à gauche quelles sont les personnes qui peuvent nous aider, des dons par rapport à cette manifestation, parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent aussi. Et les 2 premières qu'on a fait en Guyane et en Martinique nous ont beaucoup coûté personnellement, et puis avec mon associé Romaric Rupert. Mais derrière ça, on s'est aperçu que à un moment donné, il faut se structurer. Donc maintenant, on a une business developer, on a la société d'image, on a des partenariats qui vont se faire avec l'Outre-mer, avec le ministère de l'Outre-mer. On a le partenariat que je signe dans 2 jours avec l'UNSS aussi, parce qu'on a rajouté le sport scolaire qui a plu à Madame Castera, la ministre des Sports. On a rajouté dans les cadeaux et dans les récompenses des kits scolaires. Donc Monsieur Attal aussi, du ministère de l'Éducation nationale a entrevu et a le dossier entre les mains. Et donc tout ça fait que on est en train de grandir et on continue à grandir, et il y a pas mal de, quand on en parle avec aux entreprises, tout ce qui est RSE, tout ce qui est RSO, bah ça leur parle finalement, parce qu'on rentre là en 2024 dans une année olympique. Et le sport scolaire bah c'est le leitmotiv un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Donc on est vraiment en plein développement. On est super content de pouvoir faire ce genre de choses. Donc un DOM, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Guyane au mois de juin, et un TOM après Nouvelle-Calédonie, Tahiti, la Réunion, sur le mois de novembre. Ok, bah franchement c'est super, franchement c'est trop bien. Je vous souhaite que du courage pour tout ça, parce que c'est charmé d'organiser tout ça. C'est des beaux projets qui, comme tu le dis, demandent beaucoup de travail, d'investissement, etc. Mais qui au final c'est magnifique. C'est magnifique ça, parce que quand on passe une bonne semaine avec les ambassadeurs, déjà pour leur faire découvrir le pays. Et donc le tourisme du pays est super heureux d'avoir des champions du monde. L'année dernière, on avait la chance d'avoir Blaise Matuidi et Mamadou Niang sur la Martinique, la découverte de l'île avec ces joueurs-là, ces anciens joueurs. D'ailleurs, j'ai ramené quand même un Parisien, un Marseillais en même temps. C'est vrai. Ça, c'est extraordinaire. J'avoue, c'est vrai. Et ensuite, on a fait une séance de dédicace, mais c'était les étoiles dans les yeux des petits. Et en plus, ce sont des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire qu'ils sont aussi à fond dans la jeunesse, ils ont pris le temps, ils ont fait les choses correctement. Ça a été vraiment une belle réussite sur la Martinique. On a fait aussi une conférence sur le sport, où il y a des échanges sur notre parcours, tout simplement, sur qu'est-ce qu'un agent, qu'est-ce que le centre de formation, pourquoi le centre de formation, l'entrepreneuriat, ce qu'on fait aussi. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'est pas bon au foot qu'on peut pas faire quelque chose dans le sport. Il y a plein d'autres métiers autour du foot qui peuvent être passionnants, comme journaliste. Et puis surtout, il n'y a pas que la métropole l'Hexagone où on peut jouer au foot. On a le Mexique qui est à côté, on a les États-Unis à côté. Seulement il faut se donner les moyens de pouvoir faire des choses. Mais moi j'ai connu des Martiniquais qui sont partis faire des carrières aux États-Unis, qui sont mariés avec des Américaines aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Ils vivent aux États-Unis. Voilà. Carrément. Donc c'est vrai. Voilà, on pense tout de suite à la France parce que ça fait partie de la France, mais en vrai, c'est plus géographiquement, on est plus près de l'Amérique que de la France, quoi. C'est donc, ça. Carrément. Mais c'est important parce que les dom-toms, on le dit, ça fait moi qui suis encore une fois réunionnais, ça fait partie de la France, mais
On le voit très bien que c'est à l'abandon sur plein de domaines. Enfin, tu vois, c'est pas, du moins pris comme ça devrait l'être, tu vois, comme à n'importe quel département français, tu vois. Et donc, c'est vraiment cool qu'il y ait ce genre d'initiative qui soit faite par vous, par plein d'autres associations à plein de niveaux, tu vois. Mais donc, c'est bien. Donc, franchement, grande force pour tout ça. Ouais, c'est gentil, merci. Fred, on arrive à la fin de ce podcast. Je vais te demander, est-ce que tu aurais une non-recommandation? Alors, ça peut être un truc culturel, mais ça peut être un voyage, un plat, un conseil, je sais pas, ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête? Une non-recommandation, que tu ne recommandes pas aux gens. Que je recommande pas aux gens. Ouais, est-ce que tu veux vraiment? De manger des clubs sandwich dans les hôtels en Inde. Là, c'est tellement précis. C'est précis quand même. Je veux l'histoire. Je veux l'histoire tellement c'est précis. Le seul club sandwich que j'ai mangé quand je jouais en Inde, c'était à Delhi. Je me rappellerai toute ma vie. Et pourtant, on avait dit, tu sais, bon, il faut faire attention là-bas, l'eau, tout ça, les légumes. Eh ben, le seul moment où je me suis dit, tu manges un club sandwich quand même. Eh ben, c'est là où j'ai eu. C'était le pire. Le pire. Ok. C'était vraiment le truc. T'étais dans le. Ouais, apparemment. Là, j'étais pas bien. Non, apparemment, c'est j'étais pas bien. C'est dangereux là-bas. Les gastro et compagnie, ça peut être hard. Ok, d'accord. Si le doc il m'avait pas fait la piqûre, j'aurais pas pu. C'est vrai? Ah ouais, non, c'était chaud. Ah ouais, putain. Ah ouais. Non, c'était chaud. Il a perdu 10 kilos. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais une reco? Au contraire, une recommandation, un truc que tu voudrais mettre en avant, ce que tu veux, pareil. Recommander aux gens. Recommander aux gens? Ouais. Bah, de venir suivre la page de la Flexi Football Cup. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est parfait. Sur Instagram? Sur Instagram, Flexi Football Cup. Et voilà, venir suivre, soutenir. Et pourquoi pas mettre une petite pièce. Tout le monde peut participer? Ouais, bientôt on va faire une cagnotte Litchi justement par rapport à ça. Tout le monde peut participer. On demande pas des choses extravagantes. Ouais. Mais vraiment, si les gens ils peuvent participer tranquillement, sans chacun à son niveau, mais vraiment. Et c'est juste, en fait, c'est juste pour dire que voilà, on est avec vous. Et puis c'est important, tu viens de le dire super bien, le travail que vous faites, pas que au niveau du foot, mais à plein de choses, même les kits scolaires, etc. C'est des trucs qui sont importants, donc ça devrait parler à tout le monde, même ceux qui sont pas forcément axés sur le sport, sur le foot. C'est des choses. En plus, ce qui est important, c'est que tu vois, à travers cet événement, on est donc il y a la partie football, il y a la partie aussi tech-ball. Je sais pas si tu connais le tech-ball, c'est le sport avec la table incurvée comme une table de ping-pong, mais c'est incurvé. Ok, je visualise. Et on a un partenariat aussi avec Jawad, qui est le président de la FenTech aujourd'hui. Et il y a un tour en fait qui fait juste en amont un petit peu de tournoi. Dans différentes villes, et là aussi ils ramènent des tables pour faire de la découverte du sport, mais aussi sur l'année il y a de la formation. On a la formation de joueurs, la formation d'arbitres aussi. On laisse les tables dans les différentes villes où on fait ce tour. Et donc, en fait, il y a une espèce d'émulation sur pratiquement 15 jours, 3 semaines dans le pays. Et ça fait que c'est un truc de fou. C'est charmé. Ouais, c'est charmé. C'est un vrai grand événement, en fait. C'est un vrai grand événement. La finale du Tech Ball. Chaque jour, il y a 2 représentants Tech Ball de la commune, donc ensuite qui font une grande finale le jour de notre finale de la Flexi Cup, et ces 2 joueurs de cette finale viennent à Paris faire la finale en bas de la Tour Eiffel. Ok, pas cette année parce qu'il y a les JO, mais sinon c'est en bas de la Tour Eiffel, il y a la grande finale Tech Ball, et ça en fait c'est récurrent parce que donc là il y a le championnat de la Réunion qui va commencer, il y a le championnat de la Martinique aussi qui va démarrer, là on va en Guadeloupe, donc et nous ce qu'on veut faire c'est justement tout ce championnat des dom-tom et pour arriver ensuite à avoir des joueurs qui font le championnat mondial de Tech Ball. C'est trop bien. Franchement c'est vraiment chiant, mais ça donne envie en tout cas. Comment tu nous l'as décrit, c'est kiffant. Il faut venir voir. Franchement. Et puis moi j'ai eu la chance d'aller en Martinique avec ma femme il y a 2 ans. J'ai kiffé. Je suis réunionnais, donc je vends ma patrie. Mais la Martinique, franchement, on a grave kiffé. Ah ouais, vraiment, c'est magnifique et tout. Donc c'est ceux qui ont la chance d'y aller. En plus, maintenant, les billets sont pas trop chers en vrai. Il y a moyen de trouver des billets pas trop chers. Il y a moyen d'en trouver, mais ils font exprès pendant les vacances de faire des trucs de fou. Je crois que c'était avant Covid, moi, que j'y suis allé en vrai. Donc peut-être que Covid, ça dit ça pique maintenant un petit peu. J'avoue. Mais il y a toujours moyen de moyenner hors période, etc. Mais ça reste magnifique. Ouais. Et puis il y a des belles choses à découvrir du coup. C'est clair. Frédéric, avant de se quitter, je fais toujours un cadeau à mon invité. Il est juste là, je te donne tout de suite.
Ah ouais, carrément. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il va me sortir? Il a le sac à Sport Billy en plus. Tiens, je te laisse l'ouvrir et nous dire ce que c'est. Bon, je pense que c'est un livre déjà. Ouais. Déjà, c'est un livre. Des vers. Non, Stéphane Cohen. Connais. Je connais le nom. Oh, merci. On en parlait. On en parlait, comme par hasard, tu vois. Regarde. Magnifique, merci beaucoup. Livre sur Pelé. Un livre sur Pelé. Ouais, sur sa Tac, vie. je le montre. Ouais. Ah bah, c'est super. Je suis vraiment content parce que c'est. En plus, j'aime bien lire de temps en temps. Ouais, en fait, c'est le genre de livre que tu peux feuilleter tranquillement. Tu sais, tu lis un petit peu à droite, à gauche. Tu vois, c'est pas. Non, mais quand tu es avec l'avion, le train ou quoi, Ouais, ça peut être. C'est très sympa. En plus, en plus, il y a un petit mot d'Alex. Donc, ouais. Non, je vais prendre le temps de le lire. Voilà. Merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Je débarrasse de ça. Bah écoute, on peut te retrouver sur les réseaux. Les réseaux Instagram Flexible Football Cup. Ouais. On invite tout le monde à aller follow ça. Le mien aussi, Fred Piquion. Fred Piquion sur Instagram aussi. Allez follow pour justement avoir aussi des infos sur tout ça. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, dis-moi? Eh ben écoute, que ça continue et surtout la santé. Voilà. La santé avant tout. La santé avant tout. On peut rien faire sans. Ouais, exactement. Bah écoute, merci frérot d'avoir répondu présent. Avec plaisir. À plus tard. Vraiment à plus tard. Ciao. Ciao.